Le grand format du 20h consacré ce soir à notre pays, l'un des plus beaux du monde, et à ces paysages magnifiques que l'on croit immuables, et pourtant ils changent. Partons d'abord dans les Alpes. Nos montagnes s'effritent et deviennent dangereuses. Des pans entiers menacent de s'effondrer et les sentiers se fissurent. Un tiers des parcours d'alpinisme les plus célèbres ne sont plus accessibles. L'œil du 20h a chaussé ses crampons pour ausculter les sommets. Quentin Bollier, François Desraux. Neiges éternelles et granit millénaires. Il y a la carte postale et la réalité. Avec le changement climatique, les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète, jusqu'à parfois tomber en miettes. Enquête dans le massif du Mont Blanc, paradis des alpinistes de plus en plus méconnaissable. C'est un peu le premier métro, le matin à Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Parmi les passagers ce jour-là, Xavier Caillol, guide de haute montagne, mais aussi géographe et glaciologue. Il nous emmène relever des capteurs qu'il a posés un peu partout dans le massif, comme un médecin qui vient prendre les constantes de son patient. Dans le rôle du malade, le glacier Mallory à l'Aiguille du Midi. Là, on va voir donc c'est des forages qu'on a fait dans le glacier, jusqu'au fond du glacier. Et on a mis en fait des chaînes de thermomètres qui mesurent la température du glacier à différentes profondeurs. Pour récupérer les données, il faut descendre en rappel, le long du glacier, avant de sortir un petit ordinateur. Là, on est proche de la surface, c'est en train de remonter. Le glacier sur lequel nous sommes suspendus, pourtant sur une face nord, est en train de disparaître sous les yeux et les capteurs du scientifique. Le petit bloc qui était là, il était sous le glacier, lui en 2003 encore. En 70 ans, le glacier a perdu plus de 30 mètres d'épaisseur. On est ici pourtant à près de 4000 mètres d'altitude. Un bouleversement qui prend quasiment de court les scientifiques. Pour l'ensemble de la montagne, ça va beaucoup trop vite pour qu'on arrive vraiment à suivre justement tous ces changements et à ne pas se retrouver dépassé par tout ce qui se passe en termes de rapidité d'évolution. Il n'y a pas que la glace en surface qui fond. Il y a aussi celle qui tient les rochers entre eux. Ça s'appelle le permafrost. Voici l'arête des Cosmiques, une voie d'accès au sommet du Mont Blanc, très fréquentée. Des rochers effilés, abrupts, soudés entre eux par de la glace. Mais la répétition d'épisodes de chaleur intense les fragilise. Quand cette neige elle fond, l'eau vient s'infiltrer dans le sol et vient réchauffer le permafrost, vient dégrader la glace qui est à l'intérieur et peut même venir décrocher certains morceaux de roche. C'est ce qui s'est passé à l'été 2022. Éboulement spectaculaire, juste sous l'endroit où nous nous trouvons. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait vraiment faire cette course-là tout l'été. Et là, dans les étés derniers, la compagnie des guides de Chamonix, par exemple, a arrêté de vendre la traversée de l'arête des Cosmiques pendant l'été. Trop dangereux, à cause d'éboulements toujours plus fréquents. Exemple en 2020, au Dru, un autre sommet emblématique. Plus tôt, en 2005, un pan d'une hauteur de 500 mètres s'était déjà effondré de la même paroi. Pour anticiper et prévenir les accidents, Xavier Caillol a un instrument inattendu. Son drone. Il fait des centaines de photos des parois rocheuses. Donc là, on est vraiment sur une utilisation du drone en guise de documentation. Ce n'est pas du tout des images artistiques que je fais. Les photos sont ensuite assemblées pour avoir une vue 3D et détecter tout changement suspect dans la paroi. En comparant d'année en année, il a pu repérer ce bloc en rouge qui a aujourd'hui disparu. Il peut ensuite prévenir les randonneurs et les grimpeurs des zones de danger. Xavier Caillol documente une accélération inédite du réchauffement en montagne. Il y a 5 ans, il préparait le concours de guide sur ce glacier des Bossons. La glace a aujourd'hui disparu. En un siècle, c'est un recul d'1 kilomètre. Le glacier allait quasiment jusqu'au niveau des maisons, là-bas en dessous. Et c'était une école de glace, c'est-à-dire que c'était un endroit où on allait s'entraîner à marcher avec des crampons. Et là, le glacier s'est totalement retiré depuis et c'est complètement impossible maintenant de s'entraîner à cet endroit-là, étant donné qu'il n'y a plus de glacier. L'école de glace des Bossons, c'était ce qu'on appelle une course classique d'alpinisme, listée dans les 100 plus belles du massif du Mont Blanc, Bible des montagnards, écrite par un des pères de l'alpinisme, Gaston Rébuffat, en 1973. Aujourd'hui, les scientifiques ont fait le bilan de santé de ces 100 voies mythiques autour du Mont Blanc.
Seulement, un tiers d'entre elles est encore fréquentable normalement. Un autre est fortement modifié. Le dernier tiers ne peut plus être gravi. 3 itinéraires ont même complètement disparu. On quitte les sommets pour partir sur un de nos îlots paradisiaques, un banc de sable au cœur du bassin d'Arcachon. Le célèbre banc d'Arguin est en train de disparaître. Il est passé de 7 à 3 km de long en 10 ans seulement. La faute aux tempêtes et à l'érosion des plages. David Bazier, Marie-Pierre Cassignard. En face de la dune du Pilat, le banc d'Arguin est un îlot de sable doré. Son eau turquoise est la plus claire du bassin d'Arcachon. 2, 3. C'est assez impressionnant. Il y a un côté île en fait. Là vraiment on se demande ce que ça fait là. Entre cette petite île paradisiaque et la dune, les eaux sont calmes, car le banc d'Arguin protège la côte des vagues de l'océan. Mais par endroits, le banc a disparu. Là, il y avait déjà le banc d'Arguin, ici. Donc voilà. ça bouge parce qu'il n'y a plus le banc d'Arguin. C'est ça, d'habitude on est protégé. Quand je me suis retournée, j'ai bien vu qu'il avait disparu. Ouais. Car désormais, le banc d'Arguin est submergé lorsque la houle est forte. Il rétrécit comme peau de chagrin. Sur ces images satellites, à marée basse, il est passé de 7 km de long en 2016 à seulement 3 en 2026. Le phénomène s'accélère. Voici le banc en 2023, juste avant des tempêtes dévastatrices. Le voici aujourd'hui. Même pour le conservateur de ce site classé réserve naturelle, le paysage est méconnaissable. Donc là, j'arrive à la pointe sud du banc d'Arguin et on voit bien que tout cet espace là où l'eau est peu profonde, c'était le banc d'Arguin d'hier. Il allait jusqu'à la pointe, jusqu'à la forêt de pins là-bas. Et là maintenant, c'est une zone qui est complètement soumise aux houles océaniques. Tout ça, c'est lié aussi un peu au changement climatique. Il faudrait y profiter du banc d'Arguin aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr qu'il soit là encore demain. Déjà menacés de disparition, les parcs à huîtres du banc d'Arguin. Ceux de la pointe sud ont été détruits par les tempêtes de l'hiver 2023. On sauve ce qu'on peut sauver et puis voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. 3 ans de travail. Voilà. Impossible de les reconstruire. David de Vichy a perdu les 3/4 de son exploitation. Et on s'accroche du roman, ouais. Au plein mer, ça passe par-dessus, donc la zone commence à devenir dangereuse. Vous avez de l'espoir de continuer à travailler ici dans les années qui vont venir? Je vais surtout prendre ma retraite et arrêter. Ouais. ouais, j'en ai un peu marre. L'érosion menace aussi les oiseaux marins. Dans une zone réservée, ils peuvent nicher en toute tranquillité. Le banc d'Arguin est le seul sanctuaire de la région. C'est des œufs de goéland, ouais. Les nids sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant. Là où on se trouve actuellement, il y a encore 2 ans, on était sur une dune végétalisée. Et les goélands nichaient dans ces buissons. L'érosion a fini par enlever cette dune. La mer est passée dessus, donc ça a détruit les œufs, ça a détruit le nid. Le banc d'Arguin peut totalement disparaître un jour. Mais les énormes quantités de sable déplacées par la houle pourraient aussi créer un autre îlot à l'entrée du bassin d'Arcachon. Oui, nos paysages changent et parfois ils s'offrent une nouvelle vie. La preuve dans le Nord où les terrils, ces anciennes mines de charbon, sont devenues un atout pour la région. Elles attirent chaque année de nombreux touristes. La forêt a remplacé la mine, la vigne a remplacé le charbon. Voyez ce reportage de Lorraine Gublin et Steven Pichavant. Ils les appellent leurs montagnes noires, les terrils du Pas-de-Calais. 389 marches pour gravir ce sommet. Une colline formée de roches et de charbon, les résidus de l'ancienne mine. Vu d'en haut, le paysage est métamorphosé. Cet enfant de mineur le connaît par cœur. La mine, elle était là. Le chevalet, l'entrée du carreau de fosse, qu'on appelait ça, c'est-à-dire où les mineurs descendaient. Sous cette forêt, une ancienne mine de charbon. Plus de 70 ans d'activité à forer et extraire le sous-sol. Fermé au début des années 80, il a fallu plusieurs décennies pour que ce paysage noir devienne un poumon vert. C'était moche, c'était pas beau à voir. C'était la fin d'une période, la fin où les mineurs ont laissé leur santé. C'était lunaire, c'était noir comme ça. Aujourd'hui, la végétation elle a repris le dessus. Le terril est désormais entretenu
et balisé. Il est devenu un lieu de balade pour les amoureux de nature. À chaque fois qu'on vient, on voit d'autres fleurs. À chaque période de l'année, et on ne sait pas d'où viennent toutes ces fleurs. C'est un peu un endroit calme et puis où je me retrouve. Les cheminées et les chevalements ont disparu, mais les corons sont toujours là. Depuis son jardin, Serge Van de Velde, ancien mineur, ne reconnaît plus rien de sa vie d'avant, si ce n'est le terril. C'était la descente des ouvriers et un peu de charbon aussi. Ça ressemble à quoi aujourd'hui depuis votre jardin? C'est un grand souvenir pour nous qui reste. Ça nous fait plaisir de voir que c'est un lieu de promenade. Le terril ne veut pas mourir. Ouais. Il revit avec la nature. La nature, sur ces montagnes entièrement façonnées par l'homme. À 3 km dans la même commune, ce terril est interdit d'accès au grand public, car il est encore en combustion. Là, c'est chaud, ouais. Il reste encore beaucoup de charbon en fait dans celui-là. Et du coup, tant qu'il y a du charbon à l'intérieur, ça va continuer de brûler. Et pourtant, ici, ça pousse comme nulle part ailleurs. Ça, c'est de la vipérine. On a des merisiers. Plus bas, vous avez des cerisiers aussi. Et une multitude d'insectes. Entre la météo du Nord-Pas-de-Calais et des sols très chauds, plus l'altitude, on a vraiment des milieux hyper particuliers au terril en fait. Un sol étonnamment fertile, au point que certains ont fait le pari de planter de la vigne sur le terril. Joanne Cordonnier doit monter son matériel à pied. Une pente à 80%, mais une vue dont il est le seul à profiter chaque jour. Ça va, j'ai un bon bureau. Quand il fait beau, ça va. 3000 pieds de chardonnay plantés par quelques passionnés du coin, comme Pauline Stanco. Salut Joanne, il y en a des grappes. Hein. Ils vendangent dans 100 jours. Oui, c'est ça, 110 jours. Elle voulait avant tout donner un coup de projecteur à ce lieu qui lui tient particulièrement à cœur. Le père de mon mari est décédé dans la mine où il y a les 2 terrils là-bas en face. Faut pas oublier ce patrimoine historique, faut pas l'oublier. C'est bien qu'il y ait encore des hommes qui montent les terrils, qui soient dessus et qui travaillent dessus, c'est superbe. 1000 bouteilles de vin sont produites chaque année, une petite récolte pour donner une seconde vie à ce patrimoine dont les habitants du Pas-de-Calais sont si fiers.